Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Sciences et Civilisation Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, je vous propose un voyage chez les mathématiciens avec notre invitée, Madame Karine Chemla. Bonjour. Bonjour. Très heureux que vous soyez parmi nous. Et moi donc. Merci. Alors, vous êtes mathématicienne et historienne des mathématiques. Vous êtes, je suis très impressionné. Vous venez d'être nommée à l'Académie des sciences en France. Vous avez un parcours extraordinaire autour des mathématiques et de leur histoire. Une première question, maintenant que j'ai évoqué les mathématiques, comment s'est fait tout au début la jeune fille Karine Chemla qui s'inscrit dans une formation de mathématiques, la motivation? J'ai eu la très grande chance de naître dans une famille avec beaucoup de mathématiciens. Ma mère enseignait les mathématiques, ses deux frères faisaient des études de maths et c'était au moment de la réforme des maths modernes. Oui. Et c'était la panique à bord. Comment fallait-il enseigner les maths modernes? Donc on discutait beaucoup. Les ensembles, les singletons, les... Exactement. Donc on discutais beaucoup de mathématiques à la maison. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Je devais avoir vers 14 ans. D'accord. Mais je vous avoue, à vous qui êtes philosophe, que c'est le cours de philosophie en terminale qui a décidé de ma vocation de façon définitive. Pour les mathématiques. Pour les mathématiques. La philosophie qui va vers les mathématiques. Ben justement, ça tombe bien parce que effectivement, quand on lit votre parcours, vous vous adressez à un public, bien sûr, pas seulement de mathématiciens, mais les philosophes captent beaucoup et s'approprient beaucoup vos idées, nous y reviendrons, parce qu'effectivement, très vite, vous avez mis en perspective votre pratique mathématique et quoi de meilleur cadre pour la mise en perspective des mathématiques que leur histoire et le plongeon, si vous me permettez l'expression, dans des cultures différentes. Mais avant tout cela, continuons à faire connaissance avec vous. Vous voilà en mathématiques, après une carrière extraordinaire au CNRS et actuellement à l'école, à l'université School of Edinburgh, mathématiques. Sur votre aspect institutionnel, on ne va pas s'y arrêter beaucoup, mais tout de même, quelles ont été les grandes leçons pour vous, institutionnelles j'entends? Je dois vous dire que la première grande leçon, c'est que dans la vie, il faut suivre ce qu'on a envie de faire, parce que c'est en suivant ce qu'on a envie de faire qu'on crée son chemin, qu'on crée son poste et qu'on arrive... ne pas contrarier les vocations. Voilà. C'est-à-dire, j'aurais pu continuer d'une façon tout à fait ordinaire et le hasard m'a donné la chance d'une année de vacances, soi-disant en Chine. Et là, j'ai été rattrapée par mon intérêt pour la réflexion sur les mathématiques, mon intérêt pour la philosophie. J'ai commencé à apprendre le chinois, j'ai été happée littéralement par cette langue et j'ai décidé de suivre alors que tout le monde me disait surtout ne fais pas ça, il n'y a aucun débouché, tu n'y arriveras pas. Et finalement je suis arrivée exactement là où je voulais, en mathématiques au CNRS, en ayant suivi ce qui était ma passion. Alors, effectivement, vous avez dévoilé le secret. Je voulais dire qu'effectivement, vous êtes spécialiste de l'histoire des mathématiques chinoises à partir d'un socle, on va dire, européen. Et donc, à ma question sur les institutions, en fait, c'est cela. Vous avez été pour un voyage tout à fait ordinaire, j'allais dire, et vous vous êtes mis à apprendre le chinois et vous avez été... Alors effectivement, dans votre parcours, il y a beaucoup de villes chinoises. Vous avez été d'États chinois, si je puis dire, la Mongolie intérieure, Shanghai, Xi'an. À chaque fois, qu'avez-vous appris de ces séjours longs et répétés en Chine? Ce que j'ai appris, c'est que être quelque part et regarder, par exemple, les mathématiques d'ailleurs, ça renouvelle la manière dont on comprend les choses. On voit qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, que les collègues réfléchissent depuis un autre point de vue et c'est extrêmement enrichissant. Vous vous êtes dit, les mathématiques c'est vraiment le lieu de la convergence, si je puis dire, parce que elles sont quand même très consensuelles.
Et là, vous êtes en train de me dire que non, je suis à confronter des pratiques différentes. À confronter des pratiques différentes et puis des manières de percevoir les choses. Par exemple, pour nous, il va de soi, souvent, ça n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, de penser que les sciences d'aujourd'hui sont occidentales. Vous allez en Chine, vous vous rendez compte que cette représentation fait des ravages. Or, cette représentation est fausse, puisque les sciences qu'on appelle occidentales, elles sont faites d'un mélange de savoirs qui viennent de partout. Donc, se rendre compte que des idées qui paraissent anodines font des ravages ailleurs, ça vous amène à réfléchir de façon critique et à vous rendre compte qu'il faut être rigoureux dans la manière dont on pense aux sciences, parce que en adoptant de façon légère des idées toutes faites, en fait, on fait du mal et on sème. On occulte, vous avez évoqué on va le mettre entre guillemets, science occidentale. On dit science occidentale, on occulte tout l'apport arabe, et j'aime même pas le mot apport, mais précisément tout le monde arabo-musulman qui a foisonné pendant 8 siècles d'algèbre, d'algorithmes et de problèmes aussi bien mathématiques que physiques que médicaux. Et tout cela rentre dans la science occidentale parce que d'un point de vue un peu finaliste, eh bien l'aboutissement de tout ça, c'est finalement ce qui s'est réalisé du XVIIe au XXe siècle en Occident. Là, j'aime bien votre mot, cela fait des ravages. Oui. Et vous voyez, souvent, on regarde les sciences du point de vue de leur futur européen. C'est cela. Mais si on reprend votre exemple des sciences en arabe, en fait, les savants du monde arabe, ils étaient autant tournés vers l'Inde oui. que vers l'Europe. Tout à fait. Et vers la Chine. Oui. Donc, regarder seulement le devenir de leur savoir d'un point de vue européen, c'est occulter le fait que la science s'est déroulée aussi ailleurs qu'autour du bassin méditerranéen et que ces savants arabes étaient en conversation avec beaucoup d'autres gens. Ils voyageaient aussi bien en Andalousie qu'en Inde et en Chine, Exactement. ces savants Exactement. de ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Oui, alors vous avez prononcé un mot très important, la rigueur. Alors rentrons maintenant qu'on a un petit peu eu un aspect de vos engagements en histoire des mathématiques chinoises à partir des mathématiques. La rigueur, votre travail porte, entre autres, hein, il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais que l'on passe un peu de temps sur cette confrontation, je ne sais pas si c'est le bon terme, entre les mathématiques déposées dans les langues et les mathématiques déposées dans les signes numériques. Je vous remercie de cette distinction qui est extrêmement importante. Prenez une formule mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Oui, ou x carré plus ax égale b. Oui. Que ce soit dans un texte en chinois, en wolof, en arabe, en français, cette formule sera la même. Donc il y a une manière d'écrire les mathématiques qui est devenue une manière partagée de façon internationale entre les spécialistes. Pourtant, ces spécialistes vont lire la formule, soit en wolof, soit en français. Ils ont attaché une phrase, mais la pratique s'appuie sur l'écrit. L'oral est secondaire. Si 2 scientifiques d'origine différente parlent, ils vont choisir une 3e langue commune, mais ils peuvent aussi échanger simplement avec les signes. Donc, il est très important de se rendre compte qu'une grande partie des mathématiques s'est faite par écrit, avec des inscriptions que les praticiens, même s'ils parlaient des langues différentes, pouvaient comprendre par-delà la différence de leur langue. Et précisément, quand on vous lit, vous montrez un texte, par exemple, en arabe ou un texte en chinois, avec des signes numériques ou des diagrammes. Et
quel est le lien entre l'écriture, ou l'écriture idéographique, ou l'écriture, on va dire, des langues sémitiques ou indo-européennes, quel est le rapport entre la langue et la présence dans la langue de ces diagrammes et de ces signes numériques? Alors, si vous voulez, d'une part, de façon extrêmement intéressante, ce qui a été les signes numériques avec lesquels on travaillait en mathématiques, c'était donc des signes écrits auxquels on a pu attacher des verbalisations, mais l'écrit primait. Et quand ces signes apparaissent dans des textes au Xe siècle, que ces textes soient en chinois ou en arabe, ces signes sont distingués comme différents de la langue. Ces signes sont écrits en rouge, ces signes figurent dans des diagrammes justement, et donc il est clairement marqué dans les textes que ce ne sont pas de la langue. On aménage typographiquement quelque chose pour les signes numériques. Exactement, exactement. Et ça c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point beaucoup plus important qui me tient à cœur. Souvent, on pense que la langue qu'un praticien parle va influencer sa pensée. Si l'on met de côté les signes numériques, même si on met de côté les diagrammes géométriques, quand on observe comment un praticien utilise sa langue pour travailler les mathématiques, on se rend compte que ce praticien élabore à partir de la langue une langue artificielle, une langue où certaines syntaxes sont interdites pour ne pas créer d'ambiguïté, où des syntaxes tout à fait non grammaticales sont utilisées pour les besoins du travail mathématique. Donc en fait, les praticiens créent sur la base de leur langue des langues techniques. Et on a beaucoup trop peu étudié ce phénomène. La technicité en dehors de celle des signes. Exactement. Et donc une technicité qui, si vous voulez, vous êtes philosophe. Quand vous faites de la philosophie, vous savez très bien que vous avez des termes techniques. Vous avez tout un vocabulaire que vous allez utiliser de façon très précise et pas comme il est utilisé dans la langue courante. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, c'est même ce qui fait la pérennité d'une discipline, la technicité. Exactement. Et en fait, vous voyez bien qu'il y a un usage de la langue spécifique, on appelle ça un sous-langage, qui est partagé entre une communauté de gens qui travaillent sur les mêmes problèmes et qui discutent. Donc, qu'est-ce que tu veux dire avec ce mot? Je ne suis pas d'accord. Donc, ils vont élaborer le sens technique de ce mot collectivement par la discussion. Donc, il y a une élaboration collective d'une langue de travail. Et c'est un phénomène très important qui montre qu'on ne pense pas dans une langue naturelle générale, mais qu'on pense dans une langue technique qui a été élaborée par des collectivités. Vous avez vu cela en œuvre dans les 9 chapitres que vous avez édités, l'ouvrage du XIIIe siècle, c'est ça? Alors, les 9 chapitres ont été, pour la première fois, imprimés au XIIIe siècle. Mais c'est un ouvrage qui remonte au 1er siècle de notre ère, puis un premier commentateur dont les commentaires nous sont restés a ajouté des commentaires au IIIe siècle, un deuxième commentateur au 7e siècle, et cet ensemble du texte et de ses commentaires a été transmis tel quel, en particulier dans cette impression du XIIIe siècle. C'est le premier écrit mathématique imprimé de l'histoire de l'humanité qui nous soit parvenu. Et précisément, cet écrit, il y a cette technicité dont vous avez parlé, il y a les signes numériques, une autre technicité, et il y a, alors ça m'intéresse beaucoup, ce n'était pas d'abord la question à laquelle je pensais, mais elle vient en vous écoutant, une tradition du commentaire, parce que dans le monde arabo-musulman, c'est également une tradition du commentaire. On commente à partir d'Aristote, et on commente à partir d'Aristote commenté, et je vous ai entendu dire cette expression que j'aime beaucoup, du sur-commentaire ou du supra-commentaire, et c'est en réalité, dans plusieurs cultures du monde, il y a eu cette forme du commentaire qui est une forme du respect de la culture transmise. Alors, c'est un point capital parce que c'est un point qui a amené des commentaires négatifs sur tous les contextes intellectuels dans lesquels des savants s'exprimaient par commentaire. Souvent, on a pensé que le commentaire ne faisait que répéter le texte, que donner le sens du texte, et on a complètement
occulté Les le ajouts. fait que l'activité intellectuelle se déroulait dans le contexte du Tout à commentaire. On a occulté la créativité propre au commentaire. Et donc c'est un point absolument essentiel de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un commentaire, pourquoi certains praticiens ont décidé d'utiliser la forme du commentaire pour s'exprimer. C'est un point capital si on ne veut pas, comme c'est souvent le cas depuis le XVIIe siècle, disqualifier des savants sous le prétexte qu'ils ont choisi une forme d'expression. Et mon autre question à propos de ce texte que vous avez édité, les 9 chapitres, c'est les distinctions entre, parce que c'est sur les procédures mathématiques, entre ce que les Chinois ont conçu comme étant un problème, un algorithme, oui, déjà un problème et un algorithme. Et ils avaient la pratique de ce que c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui l'énoncé d'un problème pour une solution, une résolution, et un algorithme. Alors chacun de ces termes est passionnant. Dans les 9 chapitres, vous avez donc, comme vous l'avez dit, des problèmes qui sont suivis de listes d'opérations qui permettent la résolution de ces problèmes. Alors, premier point, certaines listes d'opérations, si on les utilisait de façon naïve, comme je fais d'abord la première opération et puis la deuxième et puis la troisième, on passerait complètement à côté de ce que le texte dit. Parce que le texte de ces opérations, pour faire sens, requiert qu'à certains moments, en fonction du nombre auquel vous l'appliquez, vous décidiez devant une conditionnelle s'il faut aller à droite ou s'il faut aller à gauche. Donc il y a une structure dans le texte conditionnel. Ce texte utilise un mot tout au long du texte qui, à des moments différents du texte, va renvoyer à un nombre différent. Ça, c'est une propriété totalement classique aujourd'hui des algorithmes, c'est ce qu'on appelle le nombre qui est dans la mémoire. Mais avant que les algorithmes ne soient si répandus, généralisés, les commentateurs modernes de ces textes chinois ont dit oh, c'est pas possible, on utilise le même mot pour renvoyer à des nombres distincts, c'est ambigu. Et donc ils ont critiqué les textes parce qu'ils n'ont pas compris que ces textes étaient écrits précisément de façon technique, qu'ils appelaient par un terme le contenu d'une mémoire et qu'ils ne renvoyaient pas par ce terme à un nombre précis. Donc du point de vue de ces listes d'opérations, en fait, elles sont écrites avec un certain nombre d'opérations techniques très intéressantes. Mais vous savez, c'est extraordinaire parce qu'il y a un miroir de ce que vous dites dans des textes classiques européens. Descartes, dans les méditations métaphysiques, le mot idée dans la première méditation n'a pas le même sens que le mot idée dans la dernière méditation. Voilà. Et c'est pas parce qu'on utilise le même mot qu'on lui attribue le même réseau de désignation. Tout à fait. Et alors, je reviens au problème, puisque l'ouvrage se présentant comme une suite de problèmes accompagnés de procédures de résolution, on l'a lu souvent comme des exercices. On l'a lu comme si c'était un livre d'exercices à donner à des écoliers. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, nous avons la chance d'avoir des commentateurs. Donc ces commentateurs, ce sont des lecteurs anciens. Comment lisent-ils, eux, les problèmes? Et donc je me suis rendu compte qu'on pouvait reconstituer ce qu'était un problème en Chine ancienne sans projeter notre interprétation contemporaine de ce qu'est un problème. Et que si on fait ça, on se rend compte d'un phénomène tout à fait stupéfiant, qui est que l'énoncé du problème va jouer un rôle quand on va démontrer qu'une procédure est correcte. Donc, vous voyez, tout prend sens de façon différente et c'est vraiment important, je reviens à ce mot rigueur, d'avoir de la rigueur quand on est historien et donc de ne pas projeter son vécu sur les textes anciens. Les historiens ont des mots magnifiques pour cela. Ils disent qu'il ne faut pas regarder l'histoire
comme le passé, mais comme le présent que l'histoire fut, par exemple. Exactement. Je dis 1247, le moment de la publication de ce texte du XIIIe siècle dont on parle, et essayons de nous mettre dans le présent que ce passé fut. Et ça, c'est une démarche de l'esprit quand même respectueuse des cultures. Alors justement, le mot culture, vous avez beaucoup de publications, dont une publication qui interroge, tout interroge, mais elle interroge déjà dans son titre, un ouvrage collectif que vous intitulez « Culture sans culturalisme ». Quelle différence faites-vous? Alors, la première observation, à mon sens fondamentale, c'est que si on observe l'activité mathématique, n'importe où, on va trouver de la diversité. J'ai l'habitude de dire, prenons l'Institut de mathématiques dans mon université. Il y a des gens qui font de la combinatoire, d'autres qui font de l'analyse complexe. Si vous regardez comment ils font des mathématiques, vous verrez des différences. Des différences, pas de style individuel, non, des différences partagées collectivement. Donc on a besoin d'un concept qui décrive ces différences. Je trouve le mot de culture intéressant, mais le mot de culture, il a un danger, qui est un danger d'essentialiser, de généraliser. Et de clôturer chaque culture sur elle-même. Voilà, on parle de culture chinoise. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bien ça sûr. renvoie à quelque chose qui est tellement gigantesque, Mais oui. que Tellement c'est divers. tellement divers que je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc pour moi, c'est un concept un peu paresseux. Bien sûr. C'est un concept qui met dans un tout des gens qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui fait un bloc uniforme, permanent, là où on ne voit que de la variation. Donc mon idée c'est, il y a de la variation, il ne faut pas laisser la diversité à ceux qui veulent parler de culture au sens essentialiste. Il y a de la diversité, mais il faut approcher cette diversité de façon rationnelle. C'est une diversité qui évolue. Ces cultures scientifiques que je vois, ce sont des formations temporaires, ce sont des formations flexibles. Elles peuvent échanger, recycler ce que l'une a fait. Traductibles les unes dans les autres. Voilà, mais la traduction n'a pas été suffisamment étudiée au sens où la traduction, c'est une activité scientifique. Oui. C'est-à-dire que quand vous traduisez, vous construisez des concepts à l'intersection et vous faites une œuvre De scientifique compréhension. capitale Oui, pour l'histoire des sciences. tout à fait. Donc traduire, faire circuler, c'est un travail et c'est ça qui va créer quelque chose qui va devenir universel. L'universel n'est pas donné, il se construit en permanence. Et d'ailleurs, on traduit pour comprendre. Voilà. On traduit pour comprendre, pas pour faire passer des significations, mais pour d'abord comprendre. Voilà. Précisément, le calcul. Vous avez aussi consacré tout un ouvrage computation, calcul et quantification. Le calcul aujourd'hui, on subit une immense illusion, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que tout serait calculable. Or, vous montrez, vous la mathématicienne, vous l'historienne des mathématiques, très orientée sur la Chine, mais pas seulement, mathématicienne en général, vous montrez que arrêtons de mettre du calcul partout. C'est-à-dire quand bien même, moi je vous ai écouté, je vous ai lu, quand bien même on voit des signes numériques, on ne calcule pas. J'aime beaucoup votre exemple, vous l'avez donné récemment dans cette université, UM6P, où nous entretenons. Quand on a un numéro de téléphone, on ne l'additionne pas à un autre numéro, pourtant ce sont des numéros, on ne calcule pas avec le numéro de téléphone. Absolument, absolument. Donc ça c'est un point clé, c'est que l'usage, c'est, comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est ce qui donne le sens à l'inscription. Et il se trouve qu'en fait, on associe souvent le calcul à l'idée de machine, à l'idée d'activité aveugle. Ça a été beaucoup critiqué. Mais Machine de Turing calculante. voilà. Donc, mais ça, c'est une vision du calcul qui est totalement ahistorique, parce que si on regarde dans le passé, on voit que dans certains collectifs, on a préféré calculer en raisonnant. On a préféré calculer dans la langue, en raisonnant, ce qui était une manière de vérifier au fur et à mesure pourquoi le résultat qu'on obtient est correct, quel est le sens de ce résultat. Donc ça, c'est une activité de calcul, aussi bien qu'une autre qui serait une activité qui
s'appuierait sur des inscriptions avec des règles pour obtenir un résultat sans comprendre pourquoi ce résultat est correct. Donc il y a calcul et calcul, et je pense qu'il serait important de mieux comprendre la diversité des pratiques de calcul. À vous écouter, c'est l'idée qu'on gagnerait beaucoup à inscrire le calcul dans quelque chose de plus général qui serait le raisonnement. Tout à fait, C'est absolument. ça. Absolument. De façon générale, bon, si vous voulez, au XIXe siècle, certains ont beaucoup joué à opposer l'Orient et l'Occident. Et le calcul... Sur fond de colonialisme. Sur fond de colonialisme. Et à l'époque, le calcul était censé être la marque des Orientaux qui, je cite un texte de mémoire de Jean-Baptiste Biot, suivent des préceptes, c'est ainsi qu'ils lisaient les algorithmes, obéissent aux opérations, obéissent aux ordres et ne cherchent pas à comprendre pourquoi ce qu'ils obtiennent est correct, et ils opposaient à ça, soi-disant, tous les Européens dérivant des Grecs qui, eux, raisonnaient. Cette opposition est complètement caduque. Et complètement coloniale. Complètement coloniale parce que... L'Européen conçoit, le colonisé exécute. Voilà, non mais c'est bien entendu tout ça qui est derrière, avec des idées que l'Européen est libre, il exerce son esprit critique alors que l'autre obéit oui. Aux opérations. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, le calcul, ce n'est que l'énoncé d'une assertion et qu'on peut faire suivre cet énoncé de la démonstration que ce calcul est correct. Ce qu'ont fait les dits orientaux, qu'ils écrivent en arabe, qu'ils écrivent en sanskrit, qu'ils écrivent en chinois, leurs textes sont pleins de réflexions sur pourquoi ce calcul est correct. Merci pour cet éloge du raisonnement partagé par toute l'humanité. Dernière question, on arrive au terme de l'émission. Tous vos travaux montrent qu'il faut réfléchir sur la nécessité d'un décentrement culturel. Il n'y a pas une culture dominante et des cultures dominées. Arrêtons avec le pouvoir au sein des cultures. Et justement, c'est intéressant que cela vienne des mathématiques elles-mêmes. Et bien sûr, cela s'applique a fortiori dans les sciences humaines. Alors justement, je reviens au début de notre émission, ce serait ma dernière question. Dans vos pratiques des institutions, comment vous avez pu infléchir les décisions institutionnelles pour les sensibiliser à un peu plus de respect de la diversité des cultures? Je dois vous dire que j'ai eu la très grande chance d'être recrutée au CNRS après Rochdi Rached. Centre national de la recherche scientifique. Merci, après Rochdi Rached, qui avait lancé un grand programme d'histoire. Grand franco-égyptien. Un grand programme donc d'histoire des sciences en arabe. Oui. Autour duquel ont été recrutés tout un ensemble de gens qui ont travaillé sur les mathématiques en arabe, sur les sciences en arabe plus largement. J'ai moi-même lancé des étudiants sur le sanskrit, et donc nous avons coopéré et nous avons réussi avec le soutien du CNRS essentiellement parce que ce ne sont pas des disciplines qu'on enseigne, donc il faut une institution de recherche pour les soutenir. Donc nous avons réussi pendant quelques décennies à maintenir un groupe unique au monde où on étudiait les mathématiques dans toutes les langues possibles. Vive les centres de recherche, vive les centres de recherche. Quand ils se comportent de façon ouverte. Ah, une autre émission, vous reviendrez. Merci beaucoup, Madame Karine Chemla, pour votre passage dans notre émission. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute, toujours attentive, j'en suis ému. À très bientôt pour une autre session de votre programme Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Au revoir.